Alors bonjour à tous, rebonjour à tous, bienvenue au Wall Street Insider. Vincent Gann donc pour l'ouverture de la session US avec cet après-midi des statistiques américaines, des résultats d'entreprise et l'ouverture du FOMC. Donc trois éléments, trois facteurs à suivre. Alors que a démarré depuis 4 séances une légère, mais vraiment très légère temporisation des marchés actions américains. C'est pas non plus le retracement d'amplitude, donc ça c'est typique de Wall Street, mais en même temps il ne faut pas se laisser endormir, tôt ou tard ça va retracer. Alors je sais pas quand, ça c'est certain, mais ça, en tout cas ça en prend la forme et c'est très léger. Du côté de l'agenda macro, et vous avez donc sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. Du côté de l'agenda macro, ça a déjà commencé. Il y avait des chiffres à 15 heures, ils sont légèrement en deçà des attentes, mais tout de même positifs, ce qui ne crée pas pour l'instant de forte volatilité sur le dollar américain. Ensuite, on attend à 15h45 le PMI composite de Markit en estimation préliminaire, donc ça c'est important. Mais surtout la confiance du consommateur américain selon le Conference Board et les chiffres dans l'immobilier résidentiel aux États-Unis. De toutes ces statistiques, je dirais que la plus importante c'est celle à 16h, l'indice de confiance du consommateur US, parce que c'est lui qui fait la croissance économique aux US, c'est lui qui bénéficie du marché de l'emploi et de la hausse des salaires, et donc forcément ça fait partie des éléments que scrute au plus près la réserve fédérale. Le dollar US temporise, mais vraiment légèrement. Alors, je reste prudent parce que ne faut pas non plus être agressivement baissier. Je vous remontre ce graphique. Alors, je pose vos premiers commentaires. Ça mouline un peu, mais bon, je pense que voilà, son et image parfait me dit Luc, donc tout va bien. Alors, vous avez sous les yeux l'US Dollar Currency Index, données hebdomadaires, des XY, on est sur TradingView, c'est un site partenaire. Vous voyez que bon, on fait une légère temporisation sous une oblique après avoir monté depuis 5 semaines. Je ne peux pas encore vraiment parler de phase baissière sur le dollar US. Il est bien capable d'accélérer avec la Fed, sauf si celle-ci insiste plutôt sur les risques. C'est pas son genre, généralement elle rappelle la force de l'économie US, mais dans son dernier livre beige, celui qui avait été publié jeudi dernier, elle avait à nouveau expliqué qu'il n'y avait pas de pression inflationniste. Et lorsqu'on voit le prix du pétrole qui depuis une semaine rebaisse, je vois mal comment la Fed pourrait demain parler d'un risque inflationniste. Donc, en l'état, le marché, de toute façon, lorsqu'on regarde le prix des contrats futurs à Chicago, envisage une hausse des taux au printemps 2017, et on est en 2016, pour rappel, donc c'est pas tout de suite. Mais peu importe, la différence est tellement forte avec le Japon, la zone euro et maintenant le Royaume-Uni depuis le vote des Anglais, qu'au final, il n'y a pas tellement d'alternatives aux actions américaines. Et c'est pour ça qu'elles sont tout en haut. Malgré tout, elles ne vont pas monter en ligne droite, et si elles le font, eh bien elles s'exposent un jour à un risque d'éclatement de bulles, mais on n'en est pas là. Alors le dollar US, il marque le pas. Je vais passer en données journalières, vous allez voir, c'est pas non plus... Alors, le temps que ça charge un petit peu... Voilà. Donc vous voyez, je ne sais pas réellement ce qu'on nous prépare, est-ce que c'est une espèce de biseau ou de simplement de surplace. Ce qui est certain, c'est qu'on était sur support il y a 5 semaines. Je vais donc éviter d'acheter le dollar US après 5 semaines de hausse, sans qu'il y ait retracé. Lorsque vous regardez maintenant les paires majeures en dollars, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour le savoir, je vais changer de disposition graphique. Donc on commence par le Forex, les paires majeures en dollars, ensuite les indices boursiers US, les matières premières, les taux et vos questions. Et c'est parti. Le taux de change AUD-USD de toutes les paires majeures, c'est en fait lui qui profite le plus de la conso du dollar US. Au final, on peut presque parler d'un petit piège technique baissier le 22 juillet, lorsqu'on a tenté de basculer sous cette oblique. Finalement, on la réintègre et aujourd'hui, on tente de dépasser MM 20 jours, c'est plutôt pas mal, pour aller chercher la première résistance horizontale qui se trouve à 0,7556 pour répondre aux questions des acheteurs. 0,7556, c'est une résistance et un objectif de cours. Voilà, donc peut-être encore une vingtaine de points à aller chercher. L'USD CAD, c'est surtout le dollar canadien, mais la consolidation du dollar US ralentit un peu la hausse. Soyez quand même prudent, je vais compter avec vous le nombre de séances consécutives de hausse qu'on vient de faire sur l'USD CAD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on est en train de faire la 8e séance consécutive de hausse. C'est à peu de choses près la dynamique opposée de celle de l'US Oil. Mais c'est vrai qu'après le chandelier d'hier, on peut croire à davantage d'avancées de ce marché.
Cassure technique, il y a un réflexe qu'on peut avoir lorsqu'on a une cassure technique, c'est d'aller regarder le volume d'échange. Alors c'est pas le volume du FX dans sa globalité, mais c'est celui tradé par les clients d'FXM dans le monde. On va dire que c'est un échantillon suffisamment représentatif. C'est-à-dire que peu importe de la valeur absolue ici du volume, ce qui importe c'est de savoir si lors de la cassure, hier, il y a eu une forte augmentation du volume. Et c'est pas non plus énorme. Donc voilà, je pense que c'est avant tout le dollar canadien qui est sous pression, puisque le dollar US fait du surplace. Après, est-ce vraiment important actuellement le manque de volume? On est quand même dans une période où les salles de marché se sont vidées. Alors c'est pour ça, à court terme, soyez quand même prudent dans votre interprétation des volumes. De manière générale, il n'y a pas de volume. Donc voilà, c'est pas pour ça que je vais ne pas croire à ce que tente de faire ici le taux de change. Après, si vous vous mettez en weekly, la semaine n'est pas finie et c'est tout à fait possible que ce marché ne confirme pas. Ça dépendra de la Fed. C'est quand même bien parti, on verra. 1,33 me semble être quand même une cible à peu près crédible cette semaine. Ensuite, le taux de change euro-dollar, pas de tendance, mais une glissade baissière depuis les 1,12 qui se poursuit. Moi, je me suis simplifié la vie. Sur mon graphique, il n'y a plus qu'un seul élément. J'ai presque tout enlevé. Il me reste une moyenne mobile. Tant qu'on est en dessous, eh bien, j'achète pas. Concrètement, ça va être ça sur l'euro-dollar. Donc la M20, la moyenne mobile simple à 20 jours. Vous l'avez là. J'envisageais qu'on remonte à un 10,40 avec le dollar US. On a fait un 10,29. C'est déjà sous pression. Bon, franchement, c'est tellement pas directionnel que ça frustre tous les acheteurs parce que jour après jour, on fait des plus bas marginaux, donc ça va chercher les petits stops. Et les vendeurs, ils sont frustrés parce que ça baisse pas très vite. Mais au final, depuis les 1,12, on a perdu 200 pips. Mais j'avoue, c'est un peu frustrant. Le taux de change NZD-USD a dépassé un range, sorti par l'eau de ce range, à la faveur d'une divergence haussière. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Finalement, on valide un support ici à 0,6960. Bon, c'est en l'état, on peut presque ici voir une dive haussière cachée, mais elle n'est pas non plus très propre. Et en H4, on avait donc hier une vraie divergence positive, active. Donc tant que ce RSI H4 est bien orienté, eh bien faut tenir le cap, ça peut probablement monter davantage. L'idée c'était de viser cette première résistance à 0,7080, elle a été atteinte, ça reste quand même encore bien orienté. Donc on a maintenant un nouveau support à 0,7015 ici sur ouais, c'est ça, le NZD USD. Maintenant pour aller plus haut, il faut vraiment dépasser ce niveau. Pour gérer votre risque, vous avez le chandelier de cassure de la session asiatique, on est bien le 26 juillet. Donc le chandelier de cassure de la session asiatique, en fait, c'est tous les jours le chandelier H4. Le chandelier H4 qui va de 3h du matin à 7h du matin, donc heure de Paris. Le H4 qui va de 3 à 7h du matin, c'est votre chandelier de la session asiatique. Et là, vous voyez que voilà, on est sorti par l'autre de cette compression, donc ça reste oscillé en rebond technique en tout cas. Le GBP USD et le range dans le range, rien de nouveau depuis ce matin, espèce de doji sur le support à 1,3064. Bon, il n'y a pas de tendance sur le GBP, on va pas y passer la journée. USD CHF avec ce superbe chandelier aussi H4. Donc forcément, on a là quelque chose qui explique aussi la pression sur l'euro dollar, c'est sa version inversée à peu de choses près. Le dollar US qui, même s'il consolide, il ne consolide pas face à n'importe qui. Face aux devises européennes, il garde quand même le dessus pour tous les éléments que vous connaissez. C'est pour ça que, à part la UD-USD, sur lequel je pense qu'on peut encore aller chercher une vingtaine de pips à 0,7556, les autres paires en dollars ne m'inspiraient pas tellement. Bon, l'USD 4 c'est pour le pétrole. L'USD yen, il fallait le vendre pour ceux qui ont réussi à le vendre il y a 2 jours dans le haut du canal. Moi je faisais pas partie de cette école là. J'ai pas été agressif sur l'USD yen, j'étais très neutre. Donc bien joué aux vendeurs. Maintenant, sachez quand même qu'à court terme, on voit bien le début d'un range entre MM 20 jours et MM 50 jours. Mais c'est vrai que maintenant, sous les 105,40, ça reste quand même sous pression. Bon, jusqu'à vendredi et la BOJ,
Est-ce qu'on peut encore parler de spéculation sur une intervention décisive de la BOJ après jeudi dernier l'intervention de M. Korouda? Bon, c'est vrai que dès qu'il a l'occasion de parler, à chaque fois il rappelle que l'argent hélicoptère, qui consiste à distribuer de la liquidité directement aux consommateurs, c'est pas pour tout de suite, mais en même temps, la BOJ c'est la banque centrale qui maîtrise le mieux le verbe et l'effet de surprise. Donc elle est bien capable, elle, de semer, de créer des fausses pistes. Bon, je ne veux pas partir dans un scénario rocambolesque, mais en tout cas, je suis toujours prudent moi sur ce que peut faire la BOJ. Donc en clair, mieux vaut pas être exposé lorsqu'elle va agir. Mais d'ici là, c'est vrai que ça peut un peu renforcer l'yen. Alors, bah écoutez, je pense que pour les paires en dollars, c'est bon. N'hésitez pas à poser des questions sur d'autres paires de devises. L'euro-yen, on voit bien que bon, même s'il fait un petit range, il reste quand même sous pression. Il se stabilise sur 114,75. Mais les paires en yen, j'ai le sentiment qu'elles peuvent encore baisser, les paires en yen. C'est comme le GBP yen, il stabilise sur 136,38. Il fait un tout petit range avec des toupies. Là aussi, j'ai le sentiment que ça, sentiment technique, hein, pas sentiment le flair, hein, que ça peut baisser davantage. Après cette jambe de baisse, le petit range à court terme en H4. D'ailleurs, il est quelle heure? Il est 9h30, donc sur la côte est des États-Unis. Donc là, toutes les banques sont là, les hedge funds, les traders, les salles de marché, tout le monde est là. Donc on va avoir probablement, à partir de maintenant, ça a déjà commencé, puis après les statistiques de 16 heures, un nouveau regain de volatilité sur le marché des changes, avec l'indice de confiance du consommateur, la Fed de Richmond et son indicateur avancé, et l'immobilier résidentiel neuf aux États-Unis. Ensuite, parmi les paires de devises du moment à suivre, il y avait l'Eurocad pour viser 1,45. On vaut 1,4524. J'estime donc que je peux dire sur ce marché que c'est un objectif atteint de l'analyse technique. Maintenant, ça reste un range. Et on était dans le bas à 1,42. On a fait plusieurs séances consécutives de reprise, presque fait la target. Est-ce qu'on peut envisager d'aller plus haut? Il va falloir dès aujourd'hui démontrer que le marché peut conserver les 1,45. Les 1,45 c'est le premier support, c'est sous cours de clôture. Voilà, il faut le préserver. On passe aux matières premières, ensuite aux indices boursiers et ensuite à vos questions. Donc c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du premier trimestre. Le premier trimestre, le marché ne parlait que de la baisse du prix du pétrole. On s'enfonçait, puis finalement on a fait un point bas mi-janvier, début février sur le prix du pétrole. Puis depuis on se reprenait jusqu'à atteindre les 50 dollars, 52 sur l'US Oil et à peu près la même chose sur le Brent. Et puis depuis ça glissait. Et là ça prend un peu d'ampleur. Alors bon, pour l'instant le marché reste baissier, mais c'est pas non plus une chute libre. Donc je reste assez méfiant malgré tout. Désormais, ces deux marchés ont basculé sous la MM20 semaine, ont une résistance à 45,87. Bon, on a perdu depuis les sommets, alors on avait doublé depuis début février, et là on a perdu 10% sur le prix du pétrole, 10% depuis le début du mois de juin. Malgré tout, bon, maintenant sous ces niveaux-là, sous les 45,87, c'est difficile de défendre la création imminente d'un point bas. Idem sur le contrat US Oil, dont la première résistance se trouve juste ici, ça fait 44,40. Donc c'est vrai qu'en dessous, bon, quand même le sentiment que ça peut aller plus bas. Quel prix sur l'US Oil? J'ai du mal à fixer les objectifs de cours, c'est pas non plus un gros marché baissier, mais on a un cours de clôture ici à 41,50. Bon, le RSI D1, je sais pas ce qu'il nous fait. Si c'est un biseau descendant, ça va être un peu plus complexe. Bon, là, on peut peut-être à un moment ou à un autre amorcer un rebond technique parce qu'on a une belle phase baissière depuis le 21 juillet. Bon, enfin, de toute façon, voilà, ça continue de glisser. Après, c'est du rythme de marché. Là, on n'est ni sur support ni sous résistance. Et éventuellement, on est sur un premier support. J'exagère. Éventuellement sur un premier support ici, sur l'US Oil. Moi, j'ai pas de vue de marché à vous proposer parce que j'avais défendu un rebond sur la MM20 semaines. Je me suis fait invalider. Donc, moi, je reste sur cette invalidation. Et comme je pensais vraiment qu'elle allait les tenir, je me suis trompé. L'avantage, c'est que le risque, il était limité à quelques centimes.
je n'y reviens pas techniquement parlant, là, j'ai pas une visibilité, c'est pas limpide dans mon esprit d'analyse technique. Les métaux précieux, est-ce que la ligne de tendance va tenir sur l'once d'or? Eh ben j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est mal engagé? Ça l'était mieux ce matin, pour l'instant c'est pas fait. Écoutez, c'est simple, la ligne de tendance elle a été testée hier soir à 1312. Sous 1312, c'est terminé. Le marché passe en dessous et va à 1300. Le seul avantage de s'être exposé à la ligne de tendance, c'est que ce matin, il y avait un risque de 3 dollars. 3 dollars, c'est rien du tout. Si on arrive à être hyper précis. Maintenant, clairement, si vous me posez la question, est-ce que l'or confirme, est-ce que ça va rebondir? Pour l'instant, l'analyse technique ne vous dit pas oui. Elle dit peut-être même non, parce qu'on reste sous cette oblique. Donc ça reste parfaitement neutre. On voit bien la compression. L'once d'or, c'est très réactif au FOMC. L'once d'or, c'est très réactif au dollar US. Pour envisager la capacité du gold à monter davantage, le marché a besoin de deux éléments. Déjà une vraie consolidation du dollar US, et pour l'instant on ne peut pas parler de vraie consolidation du dollar US, et surtout un marché action US qui se décide à retracer. Et il fait du surplace là à court terme, donc on n'a pas encore des conditions intermarché pour envisager d'aller plus haut. Donc écoutez, voilà, on vaut 1319, on avait allé 1314 ce matin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je patiente, prêt à parler d'une invalidation sous 1312, prêt aussi à expliquer que la ligne de tendance a agi favorablement si j'avais une clôture H4 au-dessus de 1325. Donc je le surveille comme l'huile sur le feu, celui-là, il ne quitte pas mon regard. Le cuivre, le gaz naturel et tous ces marchés, j'en ai parlé ce matin dans le Commodities Market Report. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, vous avez la vidéo sur YouTube, un peu partout, sur la fin d'un article, sur notre site. Je passe maintenant aux indices boursiers US, puis à nouveau un passage sur les indices boursiers européens qui ne lâchent rien, ces indices boursiers européens, uniquement parce que Wall Street ne lâche rien. Alors, moi je vous ai préparé ce graphique sur le Dow Jones, juste le mettre en plein écran. Parfait, ça plante pas, ouf. Alors, ça fait 4 séances qu'on fait du surplace sur Wall Street. Peut-être un petit biseau descendant ou un petit drapeau. Alors si c'est le cas, autant vous dire que ça va partir. Le S&P 500, lui, il fait un range sous 2076 et au-dessus de 2057. Ça ne lâche rien. Impulsion, range, impulsion. Petit range avec des moyennes mobiles qui remontent ici en direction des cours. On reste quand même dans une sorte d'euphorie. Après, vouloir acheter Wall Street maintenant, c'est un peu compliqué. Quant à le shorter, ça l'est aussi. On verra. Moi, j'ai quand même toujours ce sentiment qu'à un moment ou un autre, des fonds spéculatifs vont contraindre un peu les gérants classiques à aller, ils vont aller les tester. Et les tester, c'est quoi? Depuis mi-juillet, on fait des nouveaux sommets historiques, mais on n'est jamais revenu tester les anciens sommets historiques. Les tester, c'est revenir au même prix, donc 18 365 sur le Dow, ici, et 2137 sur le S&P 500, pour voir si réellement la gestion classique, celle qui est long only, a envie, en utilisant ces méthodes de valo classiques, de payer beaucoup plus cher les actions américaines. Bon, pour l'instant, elles tiennent. Pour que demain Wall Street accélère davantage, c'est une Fed accommodante. Mais quoique c'est pas si évident que ça marche en Europe. Aux États-Unis, si la Fed insiste sur la vigueur de l'économie américaine, ça peut aussi persuader les gérants de continuer d'acheter ces actions US. Et en plus de ça, bon, les actions européennes, à court terme, on ne peut pas dire qu'elles aient la faveur des investisseurs internationaux, même si elles aussi ont repris 10% depuis début juillet, elles sont très très loin de faire des nouveaux records historiques. Donc, l'analyse technique que là je vous propose sur le SP500 et le Dow Jones, vous allez me dire qu'elle ressemble à celle du 25 juillet, à celle du 22, à celle du 21, à celle du 20, du 19, mais oui, mais c'est parce qu'on vaut exactement le même prix. C'est-à-dire que concrètement, le SP500 vaut le même prix depuis le 14 juillet. Le Dow Jones, c'est à peu près la même chose. On vaut le même prix depuis le 14 juillet. Bon, on fait du surplace. Ça permet aux indicateurs de tendance de remonter, mais ils ne sont pas non plus encore au contact des cours. Alors, il y a toujours ces deux possibilités, du surplace ou du range. Le surplace ou le range. Là, à 15h37, je n'ai pas encore la réponse.
les marchés actions européens représentés par l'indice de référence Eurostoxx 50 et un seul indicateur. Maintenant j'ai pure mes charts, MM20 H4. C'est simple, si vous avez le GER30 en H4, le FRA40 en H4 ou le USTX 50 en H4, enlevez tout et vous mettez la MM20 H4. Et vous allez voir que le marché, depuis le 19 juillet, paye la MM20 H4. Alors on ne fait pas non plus de nouveaux sommets, mais regardez aujourd'hui l'Eurostoxx 50, le marché a acheté la MM20 H4. Sur le GER30, on s'en est approché, mais comme ça surperforme, parce qu'il y a moins de valeurs pétrolières dans le GER30, et ça repaye. On remonte d'ailleurs chercher les récents sommets. Bon là, pas acheté sous résistance, hein, donc ceux qui ont gardé le cap de la tendance haussière sont bien heureux. Ceux qui ont tenté des ventes sous les sommets d'hier, le marché se dirige petit à petit vers leur stop, ça c'est un fait. Donc c'est vrai que tant que ce que j'expliquais ce matin, c'est qu'au fond en Europe actuellement, le guide, ça a toujours été le cas, mais je trouve qu'on y revient beaucoup plus. Ça reste Wall Street parce que c'est un marché action qui a surpris tout le monde. Imaginez la gestion d'actifs aux États-Unis, les gérants qui ont des actions dans leur portefeuille, c'est l'euphorie là-bas, tendance haussière, nouveau record historique. Je pense que la gestion action en Europe, c'est un peu plus compliqué. Il faut savoir sélectionner ses titres parce que dans l'ensemble, les indices boursiers depuis le printemps 2015, ils sont en baisse. Donc voilà. Le FRA40, il est au même prix que le 14 juillet, idem le GER30, quoi qu'il surperforme, et idem l'Eurostoxx 50. Et le Nasdaq 100 qui lui continue d'évoluer dans ce petit canal de progression. C'est aussi c'est du surplace légèrement haussier. Bref, pour l'instant Wall Street ne lâche rien. Après voilà, je peux pas vous dire qu'il faut acheter Wall Street maintenant, c'est pas possible, c'est tout en haut, ça fait 4 semaines que ça monte. J'attends. On fait du surplace, un indicateur de tendance arrive, là ça m'intéresse. Mais techniquement parlant, je souhaite pas de scénario, on peut pas souhaiter que le marché fasse. Mais un retour sur les précédents sommets historiques, ce serait vraiment sain et surtout ça donnerait une bonne opportunité qui là pour le coup est le propre de l'analyse technique. Alors, question de visiteur, quelle est votre opinion sur le NZD-USD? Quelle est votre opinion sur le GER30? Alors c'est parti, on commence par le GER30, je viens d'en parler. On attaque, le GER30 il attaque les sommets, voilà, il attaque 10 262. Porté par la MM20, il est bien orienté, il est solide. Bon, si ça passe, ce sera les fameux 10 300 de toute façon tant qu'on est au-dessus de la MM20. C'est ce que hier je défendais et finalement je me suis fait piéger oui et non. J'avais chandelier, on est revenu en bas, ça repart. C'est difficile, hein, mais voilà, ça reste quand même bien orienté au-dessus donc de MM20 H4. 10 003, le chiffre rond, les niveaux post-Brexit. Et là, clairement, ça accélère. Donc, voilà, ça y est, le GER30, il passe. Le GER30 passe avec Wall Street qui démarre bien la séance et l'Eurostoxx 50 qui rebondit sur sa MM20 H4. Donc, en l'état, on peut viser un retour à 3000 points. Par contre, 3000 points sur l'Eurostoxx 50, c'est quand même une sacrée résistance. Donc, si vous êtes à nouveau long, je ne sais pas si parmi vous certains traders ont acheté ce matin, viser 3000 points sur l'Eurostoxx 50, moi je serais pas plus gourmand quand même à court terme. Je serais pas plus gourmand, c'est quand même un big niveau, pour aller plus haut on a besoin de la Fed. Donc voilà. Et le FRA40, écoutez, la cible immédiate, c'est les récents sommets, c'est 4408, il y a presque, voilà, ça reste étonnant. Alors c'est pas le marché action européen là, qui est étonnant, hein, c'est Wall Street, puisque le S&P 500, il est à peine à 3 points de ses nouveaux records historiques. Mais on peut rester encore dans le range, hein. Je vois pas pourquoi aujourd'hui le S&P 500 partirait à fond. Il peut rester, il peut continuer de faire du surplace. Donc faites quand même attention et sachez prendre des bénéfices lorsque le marché atteint des résistances. En tout cas, sachez éviter d'acheter sous résistance. Moi, de toute façon, après 4 semaines, 5 semaines de hausse des indices, je suis pas à l'aise d'un point de vue technique pour que ça continue de monter comme ça. Alors, je suis pas en train de dire que j'ai envie que ça s'effondre, hein, je souhaite rien au marché. J'aimerais simplement qu'on retrace, qu'on fasse des pauses pour la construction du mouvement. Parce que si un marché haussier ne fait jamais de pause ou ne retrace jamais, c'est ce qu'on appelle une bulle, hein. Et vous connaissez le principe des bulles spéculatives, lorsqu'elles éclatent, on revient à la case départ. C'est ça le principe des mouvements de prix qui sont verticaux. Et on peut trouver plein d'exemples dans le passé, donc c'est jamais bon.
Alors Rafchen, la MM20 H4 sur les indices boursiers, enfin sur les CFD, c'est une moyenne mobile simple, MVA sur la plateforme en fait. MVA, vous allez sur le H4 et vous pouvez la mettre. Donc prudence et n'écartez pas non plus la possibilité d'un retracement sur les marchés actions US. Après 5 semaines de hausse à un moment ou à un autre, bon, je veux bien qu'on prenne 10% en ligne droite, mais il faut quand même, enfin voilà quoi, faut pas exagérer le rythme de marché. Et c'est valable pour le dollar US, hein. Le dollar, il monte depuis 5 semaines, pour les raisons qu'on connaît, certes, mais lui aussi peut finir par temporiser. Et puisque c'est vraiment dans l'intérêt de la Fed demain d'avoir un impact hyper haussier sur le dollar US. Bon, c'est pas non plus ce qu'elle cherche à faire la Fed. Ça lui est déjà arrivé de souligner que la force du dollar pouvait représenter un handicap pour l'économie US. Les autres banques centrales se gênent pas pour le faire. Bon, elle sera pas le dindon de la farce. Enfin, généralement, elle l'est pas la Fed, hein. Après, elle peut aussi avoir une autre approche, profiter de l'incertitude vis-à-vis de l'Europe pour attirer les capitaux. Et dans ces cas-là, se dire, peu importe que le dollar monte, du moment que ça fait venir des capitaux aux États-Unis, on aura beaucoup plus de réponses demain lorsqu'elle livrera son communiqué. Voilà, chers auditeurs, ainsi s'achève le Wall Street Insider. J'ai pas davantage de choses à vous dire, simplement de vous rappeler que les scénarios ne sont jamais certains et qu'il faut accepter de mettre un stop dès lors qu'on ouvre une position et passer à autre chose quand ça marche pas. Allez, merci à tous. Vous retrouvez déjà le point de marché Ishimoku, il est en page d'accueil du site DailyFX, je vous ai mis la vidéo, ça a été fait ce matin. Donc allez-y, page d'accueil du site DailyFX, c'est une vidéo. Et vous retrouvez Sylvain à 17h30 pour la closing bell. Et celle-ci, je la surveille. Et si elle échoue, si elle n'agit pas, eh bien j'abandonnerai le scénario. Merci de votre attention, de votre participation et à plus tard sur notre antenne.